Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le projet de loi sur la fin de vie est examiné par les députés en première lecture jusqu'au 10 juin. Le texte prévoit la mise en place d'une aide active à mourir pour certains patients. Cela va prendre au moins 1 an avant que la réforme n'entre en vigueur. Pourquoi autant de temps ? Quel est le calendrier prévu pour l'instant ? Que prévoit précisément le projet de loi et sur quel point devrait-il encore évoluer ? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Bérangère Lepetit, journaliste au service Société du Parisien. Elle est en charge du dossier de la fin de vie. Bérangère Lepetit, le vendredi 24 mai à Ilhatz en Gironde, vous rencontrez une femme qui a déjà prévu sa fin de vie. Elle s'appelle Delphine. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Delphine, donc c'est une femme qui a 43 ans, qui vient d'emménager donc à la campagne près de Bordeaux dans cette commune, Ilhatz. Quand je la rencontre, elle est en robe d'été, elle attend des invités parce qu'elle prépare sa crémaillère dans sa maison. Delphine a appris il y a 13 ans, quand elle avait 30 ans, qu'elle est porteuse d'une maladie héréditaire incurable. Vous allez nous raconter à la fin de ce podcast l'histoire de Delphine, pourquoi elle a prévu sa fin de vie et concrètement comment elle imagine ses derniers jours. Mais d'abord, on va rappeler où en est le débat sur la fin de vie en France. Bérangère Lepetit, on avait déjà fait ensemble un code source sur ce sujet en octobre 2022 pour expliquer justement que ce débat prend beaucoup de temps. Il a débuté il y a plusieurs décennies. Oui, le débat existe en France depuis les années 80. En fait, il oppose d'un côté les personnes qui défendent le fait qu'on puisse choisir notre mort, le jour de notre mort. Il y a l'association, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui a été créée dans les années 80 pour défendre ce point de vue. De l'autre côté, on retrouve des soignants, notamment des personnes qui sont mues par des croyances catholiques, qui sont opposés à l'euthanasie, à l'aide active à mourir, et qui défendent l'urgence et la nécessité en France de devoir développer les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est tous les soins qui permettent d'accompagner la fin de vie et de faire vivre la personne malade le plus longtemps possible. C'est évidemment un sujet complexe et qui divise en fonction des convictions profondes de chacun. Le 12 septembre 2022, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une convention citoyenne sur le sujet. 184 citoyens ont été tirés au sort pour échanger sur cette question, des réunions qui se tiennent à Paris. Bérangère Lepetit, comment est organisé ce débat ? Les débats vont durer pendant 4 mois. Ils se tiennent au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, dans le 16e. Il s'agit de sessions différentes organisées pendant les week-ends où les participants vont rencontrer et écouter des experts qui vont les informer sur tous les sujets. Ensuite, il y aura une phase de délibération entre les participants de la Convention citoyenne et ensuite ce qu'on va appeler la phase de restitution où ces citoyens vont devoir écrire un rapport final. Le dimanche 2 avril 2023, la Convention citoyenne rend ses conclusions. Elle recommande notamment la mise en place, sous condition, d'une aide active à mourir. Que dit là-dessus la Convention dans ses conclusions ? La Convention citoyenne va d'abord rappeler la nécessité, l'urgence de développer les soins palliatifs en France, parce que voilà, il y a encore 20 départements, il faut le rappeler, où ces services de soins palliatifs n'existent pas. Par ailleurs, ils vont se mettre d'accord sur la nécessité d'ouvrir le droit en France à l'aide active à mourir. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'il est nécessaire de mettre en place le suicide assisté et exceptionnellement l'euthanasie. Quelle est la différence entre les deux ? Le suicide assisté, c'est quand la personne malade se donne elle-même la mort en s'administrant un produit létal. Et l'euthanasie, c'est quand c'est une tierce personne qui va lui donner la mort. Près de 2 mois plus tard, le 23 mai 2023, vous expliquez dans Le Parisien que les contours du futur projet de loi se précisent.
C'est Agnès Firmin-Le Bodo, qui est la ministre de la Santé de l'époque, qui va prendre la parole sur le sujet. Elle dit que l'aide active à mourir, on va ouvrir ce droit à l'aide active à mourir, mais sous condition. Donc en fait, les mineurs, par exemple, vont être exclus du dispositif. La volonté du patient devra être recueillie à différentes reprises au fur et à mesure que la maladie évoluera. Et ensuite, son discernement devra rester intact. Enfin, et c'est important, le pronostic vital devrait être engagé à moyen terme. En résumé, dans l'esprit, ça veut dire que quelqu'un qui peut vivre des années dans sa condition actuelle n'a pas le droit à une aide à mourir. C'est cette notion de moyen terme qui est floue, qui prête à débat, et aucun soignant ne s'entend vraiment sur ce que ça veut dire concrètement. Une personne peut rester des années alitée dans un état végétatif sans pouvoir se donner la mort à partir du moment où son pronostic vital n'est pas engagé à court ou à moyen terme. Après ces précisions apportées par la ministre de la Santé en mai 2023, plus rien pendant plusieurs mois. Le projet de loi est attendu pour la fin de l'été, c'est ce que dit Agnès Firmin-Le Bodo. Mais en fait, après l'été, voilà, on arrive au mois de septembre et aucun projet de loi n'est révélé au grand public. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi le pape François qui est en visite à Marseille au mois de septembre. Il le rappelle à Emmanuel Macron à ce moment-là qu'il est opposé à cette loi. Et donc, en fait, on entre là dans un moment un peu de flou. Les deux camps se crispent, à la fois ceux qui défendent la loi et les opposants. On se demande finalement si ce projet de loi va voir le jour. Et il y a une espèce de secret qui existe autour de ce projet. Tout est entre les mains d'Emmanuel Macron. On se demande si on n'a pas fait beaucoup de bruit pour rien. Finalement, cette année 2024, le dimanche 10 mars, Emmanuel Macron prend la parole sur le sujet dans deux journaux, le journal catholique La Croix et Libération. Après de longs mois de flou, le président finit par annoncer qu'un projet de loi ouvrant une aide à mourir sous conditions strictes sera présenté donc d'ici quelques semaines, en avril, en Conseil des ministres, et qu'il y aurait une première lecture au mois de mai à l'Assemblée nationale. Quelques semaines plus tard, un vendredi soir, Emmanuel Macron va réunir pour les remercier les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, une rencontre organisée au siège du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Le calendrier législatif se précise, la loi sur la fin de vie va être examinée à l'Assemblée nationale, d'abord en commission fin avril, puis dans l'hémicycle entre le 27 mai et le 10 juin. Avant ça, Bérengère Lepetit, le gouvernement annonce le lundi 8 avril des moyens supplémentaires pour les soins palliatifs. Rappelez-nous de quoi il s'agit et ce qui est annoncé. L'idée, c'est de généraliser en France, dans l'ensemble des départements, des services qui permettent d'accompagner les mourants dans leur fin de vie, de permettre d'alléger les douleurs, de permettre aux malades d'avoir une fin de vie la plus apaisée, la plus sereine possible. Sachant qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, mais il y a 20 départements où ces services de soins palliatifs ne sont pas existants. Pour cela, il faut de l'argent. Et ce qui est annoncé à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir un plan décennal, c'est-à-dire un plan qui va s'échelonner sur 10 ans. Et donc, 1,1 milliard d'euros sont débloqués sur 10 ans pour développer les services de soins palliatifs partout, y compris pour les enfants. En fait, il va y avoir des services de soins palliatifs pédiatriques. À partir du 22 avril, le texte est examiné à l'Assemblée par une commission spéciale, une commission réunissant 71 députés de tous bords. Bérengère Lepetit, la commission change le projet de loi sur plusieurs points sensibles, notamment la question de qui pourra avoir droit à une aide active à mourir. Les mots ont changé, donc les personnes concernées ont changé. Expliquez-nous ça. Le point le plus important qui va changer, c'est la mention du pronostic vital engagé à court ou moyen terme, dont on a déjà parlé. Auparavant, dans le texte initial, pour accéder à l'aide active à mourir, il fallait que le pronostic vital soit engagé à court ou moyen terme. Or, ça va être remplacé par la notion de maladie en phase avancée ou terminale. En gros, ça permet d'ouvrir le droit à mourir à un nombre plus important de malades. Autre changement de mot concernant les souffrances physiques et psychiques des personnes qui pourraient recevoir une aide à mourir. Expliquez-nous ça. Dans le texte initial, l'aide à mourir devait être réservée à des malades incurables en cas de souffrance physique ou psychologique. Dans le texte de la commission spéciale, finalement, ça va être en cas de souffrance physique et éventuellement psychologique. Donc là, pour le coup, ça restreint le nombre de personnes qui peuvent être concernées.
Bérengère Lepetit, le texte doit être examiné par les députés dans l'hémicycle à partir du lundi 27 mai. Et avant ce rendez-vous, notamment suite au changement dont on vient de parler, les opposants à la réforme expriment leur mécontentement. Depuis le début, en fait, il y a beaucoup de manifestations, des associations qui sont anti-euthanasie. En fait, c'est les associations pro-vie, comme une association qui s'appelle Alliance Vita, qui est aussi opposée à l'avortement. Et là, dès le début en fait, des débats à l'Assemblée, le 27 mai, ils vont convier la population à un happening. Lorsque ces manifestations se tiennent, c'est partout en France, elles regroupent quelques dizaines de personnes uniquement. Bérengère Lepetit, à l'occasion de cette actualité, vous réalisez plusieurs reportages auprès de personnes favorables à une aide active à mourir. Vous rencontrez notamment un couple de retraités, Claude, 74 ans, et Armand, 76 ans. Ils vivent dans une commune de la Haute-Marne et ils ont fondé ensemble l'association Ultime Liberté. Ils ont fondé cette association en 2009. Ils sont vraiment pour l'ouverture du suicide assisté à toutes les personnes qui le demandent. Et donc, je vais les voir dans leur petite maison à Chaumont, en Haute-Marne. C'est un petit pavillon avec un grand jardin. Et c'est là le siège de cette association où, en fait, ils reçoivent beaucoup de coups de téléphone et où quelques personnes se rendent pour leur demander conseil. Claude et Armand savent qu'ils risquent d'être condamnés en justice. Ils attendent la date de leur procès, ils sont attaqués en justice, ils sont mis en examen pour détention et acquisition illicite de produits stupéfiants. En fait, on les soupçonne de faire partie d'un trafic international de pentobarbital, qui est un anesthésiant puissant qui permet notamment en Suisse de faire des euthanasies, des suicides assistés. Claude Ury et Armand Stroh ne s'en cachent pas. Ils vont conseiller les personnes qui les contactent en leur expliquant en gros comment se procurer ce fameux pentobarbital. Sauf que la police les soupçonne d'en détenir chez eux et d'en faire commerce. Pour ce même article, vous recueillez le témoignage d'une femme qui a aidé sa mère à mourir. Je rencontre cette personne que j'appelle Marie dans l'article, mais elle m'a demandé d'être anonyme, donc j'ai changé son prénom. Marie, elle m'explique que sa maman a demandé en fait à pouvoir bénéficier d'un suicide assisté quelques mois auparavant. Ils ont pris conseil auprès de Claude et de Armand de l'association Ultime Liberté. Sa mère était atteinte d'une maladie au cerveau incurable et au moment où elle a commencé à devenir incontinente, en gros à devoir mettre des couches, elle a estimé qu'elle ne voulait plus vivre, que sa perte d'autonomie c'était trop dur pour elle. Et elle a demandé à sa fille de l'aider, de l'accompagner en tout cas dans sa mort. Elle s'est procuré ce fameux pentobarbital et elle a fixé elle-même le jour de sa mort. Autre rencontre, et là on en revient au début de cet épisode de Code Source, c'est à Ilhatz en Gironde, le vendredi 24 mai. Vous voyez Delphine au moment où elle organise sa fête de crémaillère, elle vient d'emménager, mais pour parler de la maladie dont elle est porteuse, la chorée de Huntington. De quoi s'agit-il ? C'est une maladie neurodégénérative rare, génétique, héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances de la transmettre à la génération d'après, quand on a un enfant. Et c'est une maladie en fait qui commence entre 30 et 50 ans. Ça va être au début une difficulté dans les gestes fins du quotidien. Et puis ça va finir vraiment avec une paralysie presque totale, de grosses difficultés pour parler et un état végétatif qui peut durer plusieurs années. L'histoire de Delphine est un peu compliquée. Sa mère est morte de cette maladie, mais pendant longtemps, Delphine ne savait pas qu'elle-même était aussi touchée. Expliquez-nous ça. Sa mère a appris tardivement qu'elle était atteinte de cette maladie. Et Delphine a commencé à vouloir faire les tests quand elle avait 24-25 ans. Finalement, elle a reporté ça. Et elle a fini par vraiment se faire tester après la naissance de sa fille. Elle a fini par le faire quand elle avait 30 ans. Sa fille avait 3 ans. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'elle a appris qu'elle était porteuse de la maladie comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Delphine vous raconte comment elle a accompagné sa mère en Suisse un jour en 2020 pour qu'elle bénéficie d'un suicide assisté. Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Alors en fait, c'était finalement assez rocambolesque parce qu'elle me raconte que sa mère avait programmé, grâce à une association en Suisse, la date de sa mort. Mais c'est tombé en plein moment où il y a le Covid qui s'est déclaré, donc c'était au moment du premier confinement. Finalement, leur départ a été retardé, donc ils sont partis en convoi
en voiture à travers la France juste après le premier confinement. Et elle me raconte que voilà, ils ont passé 2 jours en Suisse avec sa mère et qu'ils ont été là jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle a avalé ce fameux produit là, le pentobarbital. Que ce jour-là, elle avait mis une belle robe, qu'elle était très gaie, que voilà, tout le monde a beaucoup pleuré, mais tout le monde a beaucoup ri également. Et ils ont été là jusqu'au bout auprès de sa mère pour qu'elle puisse choisir le moment et la façon dont elle est morte. Bérengère Lepetit, Delphine, elle a tout prévu, ou presque, pour sa propre mort. Delphine, elle n'a pas encore présenté les premiers symptômes de la maladie, mais elle sait qu'elle est condamnée et elle a commencé à prendre ses dispositions. Donc elle a écrit ses directives anticipées, elle m'a dit qu'elle avait réfléchi aux musiques, qu'elle avait pris conseil auprès de son médecin traitant et qu'il est d'accord pour l'accompagner à ce moment-là. Elle a envie qu'il y ait beaucoup de monde qui soit réuni, elle m'a dit. Et voilà, elle sait presque précisément ce qu'elle souhaite pour le dernier jour en tout cas. Ce qui est sûr, par contre, pour Delphine, c'est qu'elle ne veut pas vivre trop longtemps avec la maladie. Donc, autant sa grand-mère, atteinte également de la même maladie, elle est dans un état végétatif à l'hôpital de Bordeaux, autant Delphine, elle m'a dit qu'elle ne voulait vivre que 7 ans avec les symptômes de la maladie. En fait, elle ne veut pas que la maladie se développe en elle. Elle se prépare à mourir assez jeune. Comment est-ce qu'elle a vécu ça, l'annonce de cette maladie incurable ? En fait, pour elle, ça a été un choc. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait appris à vivre différemment, qu'en tout cas, elle avait fait des choix différents après l'annonce de sa maladie. Finalement, elle a appris qu'elle était condamnée. Elle m'a dit qu'elle avait été prise par un sentiment d'urgence. Elle se disait qu'il fallait surtout qu'elle ne regrette rien. Alors, elle a quitté son premier travail. Quelques années plus tard, elle a quitté son premier mari. Elle a changé complètement de vie et elle s'est mise aussi à faire un tour du monde. En fait, elle a entrepris un long voyage avec sa fille. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'elle a annoncé à sa fille qu'elle voulait bénéficier de l'euthanasie ou du suicide assisté. Et elle a aussi présenté ses excuses à sa fille en lui disant que, voilà, qu'elle était désolée de lui avoir peut-être transmis cette maladie héréditaire. Le projet de loi sur la fin de vie est examiné depuis le lundi 27 mai à l'Assemblée jusqu'au 11 juin et il y aura probablement des modifications par rapport au texte qui avait été adopté en commission spéciale. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des députés, notamment à droite ou à l'extrême droite, qui estiment qu'en commission spéciale, on est allé trop loin. Qu'en fait, le texte a été trop libéralisé, entre guillemets, qu'il y a une vision qui est trop extensive, trop élargie de l'aide active à mourir. Donc, ce qui se profile, et ça, le rapporteur du texte, le député Olivier Falorni, l'a déjà reconnu, il est nécessaire de trouver un compromis, quitte à revenir un peu en arrière sur ce qui a été décidé en commission spéciale. Bérengère Lepetit, ce débat sur la fin de vie, il est très loin d'être terminé. Il est loin d'être terminé. Emmanuel Macron l'a dit, il faut faire vivre le débat, donc il n'y a pas de procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs navettes entre l'Assemblée et le Sénat et qu'au final, on en a jusqu'à la fin de l'été 2025, en septembre, si les débats ne s'éternisent pas. Ça peut aller encore plus loin, ça peut durer jusqu'à début 2026 concrètement. Politiquement, Emmanuel Macron cherche à ne pas braquer l'opinion, notamment celles et ceux qui sont contre l'aide active à mourir. Comment vivent ça, la lenteur de ce débat, les partisans de la réforme avec qui vous avez pu échanger ? Ils s'impatientent un peu, ils trouvent que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ceux qui trouvent le temps long et qui sont le plus inquiets finalement, ce sont les personnes qui pourraient aujourd'hui bénéficier de cette aide active à mourir. J'ai échangé notamment avec un malade de Charcot qui s'appelle Loïc Rézibois, un père de famille de 46 ans, qui lui voit son état se détériorer semaine après semaine, qui a vraiment l'intention de bénéficier de la nouvelle loi. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut mourir en France. Lui, il a vraiment envie que les débats avancent vite aujourd'hui. Merci à Bérengère Lepetit.
Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas les 2 autres podcasts du Parisien, disponibles comme Code Source sur toutes les plateformes audio. Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi, racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny. Et Le Sacre, jusqu'à Paris 2024, chaque mercredi, témoignage d'un ou d'une médaillée d'or olympique ou paralympique. Des interviews menées par Anne-Laure Bonnet.